Moi, je m'appelle Nicolas Breton, je travaille chez Schneider Electric à la stratégie. Je n'interviens pas ici dans le cadre du travail, pas du tout. J'interviens ici dans le cadre personnel parce que je suis particulièrement engagé pour trouver des solutions sur le climat. Premier slide. Le changement climatique, est-ce que c'est la fin du monde? Moi, je pars du principe que c'est la fin d'un monde et c'est le début de la construction d'un nouveau monde. Donc soyons positifs là-dessus, c'est pas parce qu'on va avoir des difficultés que c'est la fin de tout. Au contraire, il faut qu'on construise ensemble quelles sont les alternatives. Ça prend un peu de temps, il y a pas mal de choses qu'il faut anticiper. C'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui. D'abord, le problème, il vient avant tout du fait qu'on a une population mondiale qui est exponentielle. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'assurer un monde pacifique à plus de 7 milliards et demi d'habitants, avec un problème à terme, assez rapidement, un problème de disponibilité des énergies fossiles. Donc, moi, mon pari, c'est de dire qu'on est capable de trouver des solutions pour sortir par le haut et pas sortir par le bas. Sortir par le bas, ça veut dire on va aller élever l'échelle dans l'Arzac et puis on espère que les 7 autres milliards d'habitants ne vont pas venir nous chercher. Ça, je pense que c'est une utopie, personnellement. Donc, je suis ici avec vous parce que je pense qu'il faut qu'on trouve une autre vision ensemble. Je n'ai pas la science infuse, n'hésitez pas, puisque je suis sûr qu'il y a des scientifiques dans la salle, à m'interrompre. Je suis comme vous, donc n'hésitez pas si vous voyez des choses qui sont pas vraies. Je cherche toujours à avoir des sources fiables pour l'ensemble des slides que vous allez voir aussi. Donc bien sûr, je vais passer assez vite sur le problème climatique parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez le problème, sinon vous ne seriez pas déplacé. Donc l'accumulation du CO2, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas tant que ça finalement. Bien sûr, on a une courbe qui augmente, mais déjà, premièrement, cette courbe elle augmente de plus en plus vite. Et surtout, on a une accumulation. Vous allez voir qu'il y a une notion de vitesse, combien de CO2 par année on va mettre dans l'atmosphère. Ça, c'est un impact important sur les solutions qu'il faut qu'on mette en œuvre. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que tout le monde connaît une augmentation de la température. Par contre, ce qu'on connaît un peu moins, c'est deux choses. La première, c'est qu'en 1967, il y avait déjà des scientifiques qui avaient fait des prévisions particulièrement justes sur ce qui se passe en 2020. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, on n'a pas forcément bien réagi pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on s'y mette. La deuxième chose, et ça c'est vraiment intéressant, vous voyez qu'ici il y a deux courbes, les températures au-dessus des continents augmentent 80% plus vite que les températures mondiales. Donc ça c'est vraiment important parce qu'il se trouve que 100% des habitants habitent sur Terre. Donc ça signifie qu'aujourd'hui on va avoir un problème assez rapidement. Sur Grenoble, il suffit d'aller sur infoclimat.fr ou .com et vous allez voir qu'on est déjà à 1,8 degrés d'augmentation. Donc moi je suis montagnard, bien sûr, je vois les glaciers qui se coupent en deux, etc. Mais le problème principal, c'est pas forcément la température, c'est aussi la modification des régimes de pluie comme on va voir après. Ce qui est intéressant, c'est de prendre aussi un peu de recul. À l'échelle du millénaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une accélération extrêmement rapide. La nature va avoir beaucoup de mal à suivre. Et surtout, le monde ne s'arrête pas en 2100. Qu'est-ce qui se passe en 2200, en 2300? J'ai mon fils qui est ici dans la salle, et il va apprendre bientôt la Révolution française. Malheureusement, on n'apprend pas l'histoire du futur. Donc, je voulais revenir là-dessus. C'est vraiment important qu'on ne s'arrête pas à 2100, comme on entend tous les jours dans les médias. L'humanité, c'est bien au-delà. Qu'est-ce qui se passe si on a un système comme ça qui augmente? Est-ce que c'est un système qui s'auto-stabilise ou c'est un système divergent? On ne sait pas. Donc il faut faire très attention parce que l'espace n'est pas tout à fait est parfaitement hostile autour de nous, autour de la Terre. Donc on ne peut pas jouer avec le feu comme ça. Un point important, le climat, c'est un système très complexe qui n'est pas linéaire, ni géographiquement ni dans le temps. Il y a des chercheurs danois, les événements de Dansgaard-Ogieux, qui montrent que les changements locaux peuvent être assez radicaux. Ils ont montré dans les glaces du Groenland qu'on peut avoir des basculements de plus ou moins 10 degrés avec des différences de température mondiale de 1 ou 1,5 degré.
Donc, localement, il peut y avoir des choses assez radicales qui se mettent en place, et assez vite. Donc, il faut qu'on se bouge. La deuxième chose, c'est bien sûr le régime des pluies. Le régime des pluies, on ne sait pas comment ça va évoluer, où sera la position des anticyclones à l'avenir. On connaît bien tous l'anticyclone des Açores. Est-ce qu'il va rester sur les Açores? Il y a des études scientifiques qui montrent qu'on va avoir une augmentation des latitudes des dépressions, ce qui fait que nous, on est particulièrement vulnérables, notamment dans le sud de la France, sur ce qui peut arriver. Et surtout, c'est assez difficile de prévoir ce genre de choses. Autant c'est assez facile avec des simulations de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de température, mais au niveau des régimes de pluie, ça dépend de tellement de facteurs, notamment des courants, que c'est assez difficile à prévoir. Et puis, bien sûr, troisième point, la rétroaction. On peut se poser la question si on n'est pas sur un point de bascule en 2020, avec ce qui s'est passé. Il y a 2 Irlandes qui ont brûlé en Sibérie l'été dernier. Vous voyez, tout le monde a vu les événements d'Australie, d'Amazonie. Est-ce qu'on est sur un point de bascule climatique? Voilà, je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Je reviens sur le permafrost parce que c'est un événement qui peut être très très impactant. Il y a bien sûr les incendies, mais il y a aussi le dégazage d'hydrates de méthane qui sont emprisonnés sous la taïga et la toundra depuis des centaines de milliers d'années, qui menacent tellement un emballement au niveau de l'atmosphère. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% de l'augmentation, peut-être un peu moins quand même, de l'augmentation de la température, excusez-moi, je crois que c'est plutôt 25, on va voir après, qui est due au méthane. Donc le méthane, c'est un gaz qui est 16 à 20 fois supérieur au CO2. Quelque chose aussi qu'on ne voit pas trop dans les médias, c'est quelle inertie finalement d'une gigatonne de CO2, combien de temps il faut pour qu'il y ait une réaction au niveau de la température. Donc là j'ai cherché un peu, j'ai trouvé une étude intéressante de Berkeley, de Stanford en Californie, qui montre qu'à peu près 90% de la réponse a lieu les 15 premières années. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on voit l'année 2005-2010, donc on a une réponse quand même par rapport à ce qui s'est passé dans les années passées. Et un point très important, c'est que c'est un effet cumulatif, c'est-à-dire que le CO2 aujourd'hui, on a une saturation des océans et il reste dans l'atmosphère. Il reste pendant 1000 ans, c'est un déchet à vie longue. Donc comment on va faire pour gérer ce CO2? Je reviens rapidement sur le forçage radiatif. L'effet de serre, c'est quoi? C'est qu'en fait, on voit ici qu'il y a un phénomène qui est dû à l'homme, avec le CO2, le CH4, mais aussi d'autres hydrocarbures qui contribuent à l'effet de serre. Et puis, on a aussi des choses qui refroidissent tous les aérosols. Par exemple, le charbon a un effet un peu spécial, puisque les suies retardent l'effet du charbon sur l'atmosphère. Donc, si on arrêtait le charbon immédiatement, on aurait assez vite 0,5 degrés, a priori, d'après les dernières études, d'augmentation de température. Ok? Mais par contre, l'effet global est nettement positif et plus personne ne remet ça en cause. Alors, je vais faire un point sur les énergies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... il y a beaucoup de raccourcis dans les médias au niveau des énergies. Et je vais essayer de rester assez factuel. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voyez des choses qui sont pas justes, mais je cherche toujours à avoir des sources le plus fiables possible. D'abord, je vais revenir sur l'énergie primaire. L'énergie primaire, on voit bien que c'est essentiellement des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Et puis, on voit bien que les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est à peu près 4%. En prenant en compte la biomasse, ça peut être... et puis l'hydroélectricité qui est assez faible. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition énergétique, d'un point de vue mondial, même si localement il peut y avoir des transitions, elle n'a jamais existé. Donc on parle toujours de transition énergétique dans les médias. Mais en fait, si on voit ce qui s'est passé sur ces 150 dernières années, on voit en vert ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire le bois, les biofuels. Et puis après, on voit qu'on a découvert le charbon, ce qui a fait décoller la démographie. Puis après, on a rajouté le pétrole, ici en rouge, le gaz naturel, l'hydro, puis le nucléaire. Et un point très important,
ici, c'est qu'on a deux types d'énergie, surtout dans le monde de l'électricité, bien sûr. Hein. On a des énergies carbonées qui sont pilotables, c'est-à-dire qu'elles sont... Il faut voir qu'un réseau, ça va toujours être en équilibre. Hein, donc, c'est des énergies qui sont capables de s'adapter au moment des pics de production, des pics de consommation, la nuit ou en mois de novembre. C'est des énergies qui sont pilotables, comme donc, par exemple l'hydroélectrique et puis le gaz et le charbon, essentiellement en électricité. Et puis, il y a des énergies qui sont non pilotables, c'est-à-dire c'est des énergies qu'il va falloir stocker. Un point important aussi, si on voit la tendance actuelle, le business as usual, c'est une utopie. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je travaille chez Schneider Electric et j'alerte tous les jours ma boîte en disant non, on ne peut pas continuer comme ça parce que entre 90 et 2018, on était tout à fait au courant du problème hein, en 90. On voit qu'on a fait un saut énorme en termes de quantité d'énergie et de CO2. Et la tendance actuelle, elle est finalement, on produit toujours de plus d'énergie et plus de CO2. Donc les accords de Paris améliorent un petit peu la chose, mais il faudrait quelque chose d'absolument beaucoup plus radical si on voulait arriver à laisser un climat décent pour nos enfants. La bulle verte ici, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de produire quasiment toute l'énergie en décarboné. Et ça, c'est un challenge absolument énorme. Comment on va faire pour faire ça donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, mais bien sûr, les solutions sont nombreuses, elles ne sont pas uniques. L'électricité mondiale, maintenant, il faut savoir que c'est seulement 20% de l'énergie primaire. Hein, donc dans le milliard, on parle 90% de l'électricité, mais en fait 20%, c'est que 20% du problème. Et puis, c'est 25% des émissions. L'enjeu est donc de décarboner l'électricité, parce que c'est un moyen de transporter l'énergie de façon assez simple, mais surtout de décarboner le reste. Donc l'électricité n'est pas décarbonée aujourd'hui, à part en France, qui est une exception. Dans les autres pays, 80% de l'électricité qui est produite, c'est du gaz et du charbon. La France est un cas très particulier, on a une énergie qui est déjà décarbonée, une électricité, pardon, qui est déjà décarbonée, et c'est tout le reste qui n'est pas. Hein, donc, surtout les importations, les achats, l'énergie qui n'est pas électrique, les produits d'alimentation, les biens de consommation. Donc, l'énorme défi qui est devant nous, c'est de passer de 12 000 kg par an à 2 000 kg par an, si on voulait vraiment faire quelque chose. Mais la France, ce n'est que 1 à 2% de la production de CO2 mondiale. Donc ici, on voit bien que c'est très important de ne pas raisonner franco-français. Si on raisonne franco-français, on n'a pas compris. Le problème, il est tout à fait mondial. Et il est même made in China, je dirais. Hein, 29% des émissions de CO2 sont en Chine. Il ne faut pas forcément leur en vouloir. Hein, ils produisent énormément pour nous, tout ce qui est... Pas tout, évidemment, mais une bonne partie de ce qui est derrière. Et de l'énergie importée. Donc quand on achète un produit chinois, on achète le charbon qui a permis d'avoir de l'électricité pour produire ce produit en Chine. Alors là, c'est la seule partie qui ne va pas être très scientifique. Je m'en excuse, mais quelque part, il faut quand même parler un petit peu de psychologie. Pourquoi on ne réagit pas? Tout le monde le sait. À Davos, tous les big boss ont parlé de ça. Hein, mais quelque part, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon analyse, humble analyse, hein, c'est que ça reste dans le cortex, ça reste dans l'intelligence d'analyse. Et on a énormément de mal à se dire il faut courir, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que en fait, c'est nos peurs, c'est le cerveau reptilien qui fait qu'on réagit immédiatement. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'on doit changer énormément de choses dans la société, mais quelque part, pour le faire, pour de vrai, quelque part, on a tous notre petite vie quotidienne. Et voilà, donc je vais vous faire un petit peu rire, le cerveau masculin d'un Grenoblois en 2050. Avec le changement climatique qui va devenir particulièrement important. Moi j'y pense tous les jours déjà, mais c'est pas tout le monde. Puis la zone du ski va se ratatiner. Pour revenir un peu plus sérieux, ce que disait François, je trouve particulièrement pertinent, l'écologie aujourd'hui est très médiatique, elle est très superficielle et elle est très pensée à la mode. Donc moi je vous invite
Je vous invite à creuser vous-même, ce que vous allez voir maintenant. Moi, j'ai fait mon opinion par rapport à tout ce que j'ai pu trouver à droite, à gauche, mais ne me croyez pas, allez chercher vous-même. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous dit, c'est pas toujours juste, c'est souvent très superficiel. Donc, creusez. Et puis, moi, j'appelle ça l'écologie un peu de la paille en plastique. Hein, on parle de la paille en plastique. Et puis, c'est juste peanuts par rapport à ce qu'on a dans les supermarchés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre en compte d'abord les pays émergés. J'appelle plus ça des pays émergents. Assumer notre propre pollution, prioriser pour décarboner les 80% avant de penser aux 20%. Hein, moi, j'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie, on m'a toujours dit commence par les 80%. C'est pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de l'énergie. Et puis, penser énergie grise totale pour tous nos produits. Penser cycle de vie et pas juste une partie du problème. On a une sorte d'inversion de la pyramide de Maslow. On a des investissements qui sont extrêmement élevés sur le haut de la pyramide de Maslow. Alors on met plus d'argent aujourd'hui. Et puis finalement, on a un colosse au pied d'argile parce que la partie eau, énergie et puis alimentation, ce qui fait notre avenir, il n'y a finalement pas tant d'investissement par rapport au pourcentage de PIB. Quand on regarde les capitalisations des GAFA, on comprend que ce n'est pas la priorité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne sur une pyramide de Maslow dans ce sens-là, si on veut être capable de préparer l'avenir. C'est quoi l'eau dont on a besoin? C'est quoi l'énergie qu'il nous faut décarboner? C'est quoi l'alimentation dont on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut produire? Voilà, réinvestir dans les besoins basiques, c'est ce qu'il faut qu'on fasse à l'avenir. Ça veut dire changer de paradigme. Ça veut dire avoir une vraie approche bénéfice-risque, un peu comme en médecine, hein, quand on a un médicament, on a une approche bénéfice-risque. Est-ce qu'on le met sur le marché ou pas? C'est pareil pour l'énergie, pour tout ce qu'on va faire sur le climat. Quels avantages et inconvénients de nos propres croyances se remettent en cause par rapport à nos croyances? Est-ce que finalement ce qu'on nous a appris depuis tout petit, est-ce que c'est adapté au monde de demain? Et puis adapter les outils financiers au problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner juste entre gens convaincus. Il faut que derrière les gens qui choisissent les projets, ils aient un intérêt à le faire. Alors je vais faire un bilan des solutions qu'on a promues depuis 20 ans. Et je pense qu'il faut qu'on se remette en cause. La première chose, c'est la sobriété. Je voulais revenir sur ce que j'ai dit avant, l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. La sobriété, c'est pas une fin, c'est un moyen pour pouvoir s'acheter du temps. Pourquoi? Parce que le monde, en fait, va accumuler du CO2, c'est-à-dire combien de CO2 par décennie je vais mettre dans l'atmosphère. Si je raisonne comme ça, c'est un peu comme dans vous avez une voiture, vous allez sur l'autoroute, si vous allez à 120 km/h, eh ben vous allez aller un peu plus vite, mais vers le même point que si vous allez à 100 km/h. Ça signifie que si on fait de la sobriété, on fait de la décroissance, chose qu'on n'a jamais réussi vraiment à faire depuis le début de l'ère industrielle. Il y a eu de 1939, 1945, ce n'est pas les meilleures années. Même si on arrivait à faire 20% d'efficacité énergétique au niveau mondial, on s'achèterait 20 ans. Donc ça, c'est un point très important à mon avis. C'est l'efficacité énergétique, c'est important, parce que ça nous permet de gagner du temps. Mais par contre, ça n'est pas une solution pour le changement climatique, on va juste accumuler du CO2 un peu plus lentement. Et en fait, il faudrait substituer les énergies fossiles, il faudrait arrêter la combustion. Si vous voyez un autre moyen, je suis preneur. L'efficacité énergétique, c'est aussi qu'il y a un problème économique. Quand on fait de l'efficacité énergétique, imaginons qu'on fasse 10% en France. Ça veut pas dire qu'on va faire 10% parce que voit la Terre, ça ne va pas être 10%, parce que les pétroliers ou autres qui vont chercher d'autres débouchés, en fait, ils vont le vendre ailleurs. On a 7,7 milliards d'habitants. Il y a des tas de gens qui ont envie de prendre notre énergie. D'accord? Il ne faut pas leur en vouloir, c'est juste normal. Hein. Il y a des pays qui sont en train de développer. Donc le résultat réel, finalement, à cause de ça, serait peut-être de 5%. Donc l'efficacité énergétique, oui, pour réduire sa facture, pour s'acheter plus de temps,
mais ce n'est pas suffisant. Le passage à l'échelle des batteries, le stockage chimique est très insuffisant aujourd'hui, même en divisant par 2 la taille des batteries, pour gérer l'intermittence saisonnière et hebdomadaire à l'échelle nationale. Je donne juste un exemple, je ne vais pas aller trop dans les batteries parce que ça va être trop long, mais la Californie, le pays le plus avancé, c'est 25 minutes de backup pour l'électricité. C'est-à-dire que il faudrait plusieurs jours, quelque part, de backup pour l'électricité. Maintenant, je vais revenir sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire, la renouvelabilité d'une énergie? Donc ça, je pense que c'est assez important à comprendre parce que c'est complètement négligé dans les médias. Et je vais vous commenter ce graphe qui paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple. En fait, c'est combien d'énergie j'investis pour avoir une installation qui va me produire de l'énergie. J'ai besoin forcément d'investir de l'énergie pour pouvoir, après, en récupérer. Donc, le taux de renouvelabilité d'une énergie, c'est vraiment combien je vais mettre de kilowattheures ou d'équivalent kilowattheures en litres de pétrole pour récupérer combien de kilowattheures au final. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui va nous dire si on est capable ou pas de basculer sur tel ou tel type d'énergie. Par exemple, donc ça, c'est une analyse qui a été faite. J'ai pris pas mal de documents scientifiques pour récupérer ça. Sur le graphe, on voit qu'il y a 2 couleurs. Il y a une couleur orange avec raccordement et stockage, et une couleur bleue où on considère juste l'installation. C'est pour ça qu'il y a deux couleurs à chaque partie de l'énergie. Je vais prendre l'exemple du solaire. Du solaire, c'est une étude en Allemagne, du solaire résidentiel sur toit. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est à 4. Donc, en effet, les panneaux solaires produisent 4 fois plus qu'il faut pour les fabriquer. D'accord? Mais, par contre, le problème, c'est que si vous rajoutez le raccordement et le stockage, vous êtes plutôt à 1,5. C'est-à-dire qu'il faut 1 litre de pétrole pour récupérer l'équivalent en décarboné de 1,5 litre. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant de voir comme ça parce que, quelque part, l'installation, il faut bien la renouveler tous les 30-35 ans. Donc si on n'arrive pas à la fois à alimenter l'économie et à renouveler cette installation, eh ben, c'est pas viable. On a un vrai risque systémique économique. Ok? Donc, maintenant je vais commenter un petit peu les parties d'énergie. L'éolien est bien meilleur. Donc, clairement, l'éolien, il est à 12, c'est-à-dire qu'on a 12 kWh décarbonés par unité de kWh carboné investi. Là, c'est du offshore, donc en offshore, il faut quand même aller tirer les câbles et puis raccorder ça au réseau. Donc, c'est pour ça qu'on a une grosse différence entre la partie bleue et la partie orange. Moi, mon point de vue, c'est que je pense qu'on a des énergies esclaves. C'est-à-dire que si on enlevait tout ce qui était au-dessus, à droite, si on enlève le gaz, le charbon, le pétrole, l'hydraulique, le nucléaire, toutes les autres énergies qui sont en bas ne sont pas suffisantes. Les économistes, il y a des économistes qui ont montré qu'en deçà de 8, c'est-à-dire 8 kWh, je produis 8 kWh par unité de kilowattheure investi, ben, l'économie se casse la figure. Il y a une question? Juste une précision. C'est normalisé sur l'amortissement de la technologie ou c'est pas? Donc là, ça prend en compte l'ensemble du cycle de vie, depuis les premiers camions, le design, jusqu'à la fin de vie, le démantèlement de l'installation. Donc quand on parle d'une énergie qui est renouvelable, c'est pas le vent ou le solaire qui compte, c'est l'installation. Combien il faut de matière finalement, de camions, combien il me faut pour pouvoir créer cette énergie et l'utiliser. Alors ensuite, on voit le gaz, le charbon et le pétrole. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une chute de plus en plus forte de la quantité d'énergie récupérée par unité d'énergie investie pour le pétrole. Parce que le pétrole, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal. Il faut aller offshore, il faut aller dans le Grand Nord pour le récupérer. Ça veut dire que j'ai besoin d'investir 1 litre de pétrole et j'en récupère 15. C'était 80 il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, le pétrole, on va voir, il est en crise.
Le charbon et le gaz, c'est quand même beaucoup mieux. Notamment le gaz, il y a encore énormément de grands champs gaziers qui sont en développement, notamment en Australie. Ce qui fait que le retour sur investissement énergétique, je ne parle pas d'argent là, je parle que d'énergie, est plus élevé. Et puis on voit ici le nucléaire en haut et l'hydraulique. L'hydraulique c'est génial. Le problème c'est qu'il faut des montagnes, il faut du débit. Donc il faut de l'eau et des montagnes. Malheureusement c'est pas pour tout le monde. Donc il y a encore des gisements qui sont importants, notamment en Himalaya, mais on ne pourra pas faire beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et il reste le nucléaire, dont on va parler juste après. Par rapport à l'électricité, il y a des projets chinois de transport d'énergie électrique ultra haute tension. Oui. Est-ce que ça peut répondre au fait qu'effectivement il n'y a pas des montagnes sur toute la planète? Non, parce qu'on ne va pas multiplier la quantité de montagnes. Donc même si on pouvait transporter, en effet, on peut, avec de la très haute tension, même en continu, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, si on veut vraiment avoir des énergies solaires et éoliennes en quantité importante, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Mais ça ne va pas être suffisant, encore une fois. Les bassins où on peut mettre des barrages, il n'y en a pas tant que ça. C'est qui l'économiste qui a dit le 8? Parce que j'ai cherché beaucoup de travaux là-dessus, j'ai jamais trouvé la source. Ouais, alors ce que je vais faire, je vais prendre ton nom et puis on peut regarder ensemble parce que je sais plus. En tout cas, que ce soit 5, 8, 10, c'est pareil. L'idée, c'est de dire combien d'énergie je dois récupérer par rapport à la quantité d'énergie que j'investis dans mon installation. Et je dois en avoir assez pour pouvoir réinvestir, c'est-à-dire refaire cette installation au moment où j'en ai besoin, plus alimenter l'économie. On voit bien que dans tous les cas, on va avoir une limite. Le taux de renouvellement des installations, justement, on en parle ici, c'est aussi une question de métaux, de béton, de matériaux. Donc là, ici, on voit la quantité de matériaux qu'il faut par térawattheure produit. Donc on voit ici que plus on a une énergie qui est peu dense et qui est diluée, plus on a besoin de quantité de matériaux pour pouvoir la faire. Ok ? Alors, je vais revenir sur le coût du solaire, parce que ça, c'est quelque chose qui est en fait énormément il y a énormément de débats là-dessus. Alors, le coût du solaire, là, il y a un graphe qui est assez intéressant que j'ai trouvé. C'est quelque part combien j'ai de solaire et d'éoliens qui sont installés en pourcentage dans mon pays. Et combien coûte l'électricité. Et on voit qu'on a un truc assez linéaire où en fait, plus on a de solaire et d'éolien, plus le prix du kilowattheure est élevé. C'est pas parce que l'installation solaire est chère ou peu chère, c'est parce qu'en fait, on a des coûts qui sont cachés. Alors bien sûr, le taux de charge, en général, il est pris dans les coûts. Ça, c'est pas... Le taux de charge, ça veut dire que à peu près entre 15 et 20% du temps, je peux produire de l'énergie. Deuxièmement, c'est difficile de répercuter toutes les hausses, mais on voit bien que les hausses en général sont répercutées au client final. Mais ça peut avoir des effets compliqués pour les utilités. Ça crée des réseaux qui soient assez instables, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des réseaux intelligents, des smart grids, pour pouvoir gérer ça. Les coûts de raccordement sont rarement pris en compte parce que ce n'est pas les mêmes gens qui payent. Souvent, ceux qui s'occupent du réseau, ce n'est pas les mêmes personnes que ceux qui investissent dans les installations solaires ou éoliennes. Quelque chose qui est assez peu connu aussi, c'est que le prix du kilowattheure peut être négatif. C'est-à-dire que quand on commence à avoir beaucoup d'énergie solaire et d'éolienne sur un réseau, on a du mal à s'en débarrasser au moment où ce n'est pas le moment. Donc ça veut dire qu'on a un coût du kilowattheure qui devient négatif, et de plus en plus souvent négatif, quand j'augmente le pourcentage d'énergie intermittente. Ça veut dire qu'on va gréver les retours sur investissement qui étaient prévus au départ, parce que finalement, il y a des moments où on doit sortir de l'argent pour donner le kilowattheure. Le maillage du réseau doit être plus fin, parce que c'est une énergie décentralisée, et qu'aujourd'hui, 95% des installations solaires, par exemple, elles sont esclaves du réseau. Donc on dit que ces énergies qui sont décentralisées, mais en fait, elles sont quand même totalement raccordées au réseau. Et il y a peu d'installations solaires qui ont des batteries qui sont totalement autonomes.
longue distance, si on veut avoir un effet statistique, c'est-à-dire, bah, tiens, j'ai du vent dans le sud, je vais l'importer vers le nord, je vais faire ça, j'ai besoin d'avoir une idée qui voyage, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a des pertes énergétiques qui peuvent être importantes, et puis on doit payer surtout le socle. Qu'est-ce qui se passe quand, du 1er au 15 novembre, je ne peux pas produire d'énergie renouvelable? On doit payer un parc de batterie, ou alors remonter de l'eau dans des barrages, puis c'est pas évident, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas. Et puis, bien sûr, on doit renouveler les installations, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'impact sur le CO2, il faut savoir que dans le solaire et l'éolien, les pays qui sont ici sur ce graphe ont investi plus de 500 milliards d'euros dans les dernières années. Et on voit qu'en grammes de CO2, on entend souvent, j'entendais tout à l'heure sur France Info, la France est en retard. Bon, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, la France produit beaucoup moins de CO2 par kilowattheure que les autres pays. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des énergies renouvelables, je dis qu'il faut les mettre au bon endroit, on va voir après. On a besoin d'applications, on a quelque part deux types d'énergie. Un peu comme l'agriculture. On a l'agriculture intensive et l'agriculture extensive. Quand on a besoin de lumière ou quand on a besoin d'électrifier des villages en Afrique, franchement, le solaire, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de réseau, c'est le meilleur moyen de répondre à la question. Par contre, quand on a besoin d'alimenter des centres de données ou alors une ville comme Shanghai, 30 millions d'habitants, qui ne voit jamais le soleil, il y a un autre problème. Là, il y a une courbe qui est intéressante, qui a été faite par l'Union européenne, qui montre que, on pourrait aussi l'avoir, Vincent connaît bien ça, d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, il y a des équations qui montrent qu'on ne peut pas arriver à 100% d'énergie intermittente sur un réseau. Et puis, on voit qu'est-ce que ça a comme aspect d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'au-delà de 20-25%, on a les coûts qui s'envolent. Donc une puissance non pilotable sera toujours esclave d'une puissance pilotable. Donc quand on vous dit le solaire est moins cher que le gaz ou le nucléaire, ça peut être tout à fait moins cher, mais en fait les coûts s'additionnent. Parce qu'on a besoin de toute façon d'un socle pilotable, sinon le réseau tombe. Et c'est ce qui s'est passé dans le sud de l'Australie, où finalement ils sont revenus en arrière, ils ont mis leur centrale à charbon parce que le réseau tombait trop souvent et les gens n'étaient pas du tout prêts à ce type de service. Donc, la question que je pose, c'est doit-on focaliser tous nos efforts sur l'électricité qui est déjà décarbonée, en tout cas en France, ou électrifier le reste? Et doit-on s'occuper du charbon et du gaz? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le charbon et le gaz. Donc, on va parler des énergies fossiles, justement. Alors, le charbon, le gaz et le pétrole. Pourquoi ils dominent? Parce que c'est transportable, c'est dense, le rendement est bon. L'éolien, jusqu'à présent, était assez bon, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je récupère par unité d'énergie que j'investis. C'est autonome, il y a un potentiel de réserve qui est facile à utiliser. Mais pour substituer, il faut donc trouver plus compétitif que ça. C'est un énorme défi, c'est pour ça qu'on est encore là, qu'on en est encore là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est en Asie, c'est le charbon qui se développe à une vitesse encore grand V, 65% de plus de consommation de charbon en 2020 par rapport à 2000. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de 100 centrales à charbon d'1 gigawatt qui sont en cours de construction dans l'Asie du Sud-Est, qui se développent fortement. Donc si on raisonne, nous, franco-français, on n'a pas compris, typiquement en Chine, on voit bien l'explosion du charbon dans les dernières années. Donc en France, on est à peu près stable à 150 millions de tonnes d'équivalent en pétrole par an. En Chine, ils sont à 3 000 millions de tonnes. Donc il faut qu'on se mette dans la peau d'un Chinois. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir répondre aux problèmes immenses qu'on a sur les pays émergents. Le pétrole conventionnel, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas renouvelé. Il est renouvelé à hauteur de 15%. On trouve encore des grands champs gaziers, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce déclin, il est totalement caché par les huiles de schiste. Les Américains ont trouvé les huiles de schiste, ils se sont quelque part éloignés du marché mondial, et le reste des autres pays consomment ce qu'on a. Mais le problème, c'est que les huiles de schiste, à chaque fois que vous creusez, vous êtes tout de suite
en décroissance. Donc il faut creuser, creuser, continuer à faire des trous de plus en plus vite. Donc on commence à avoir une stabilisation des huiles de schiste. C'est un indicateur très important pour savoir où est-ce qu'on va en être dans les 5 années qui viennent. Et moi je pense qu'on va vers un choc structurel pétrolier assez rapidement. Donc on va avoir un risque de basculement vers le gaz et vers le charbon. Le coût du pétrole, faut voir qu'entre 2015 et 2040, on a un déclin assez important des champs existants, donc il faut qu'on trouve de nouveaux champs. Et c'est à peu près 450 milliards par an à investir. Donc c'est à nous de choisir, est-ce qu'on veut faire des trous dans le sol ou est-ce qu'on veut investir cet argent pour décarboner l'économie. Donc pour moi, la priorité, elle est très simple. Il faut d'abord substituer le charbon, parce que c'est celui qui consomme le plus en termes de... qui produit le plus de CO2. Puis après le gaz et le pétrole, coûte que coûte. Parce qu'on n'a pas le choix. On a ici des jeunes dans la salle. Donc si on veut leur laisser un climat décent, on n'a pas 36 solutions. Donc l'énergie, est-ce que c'est une impasse? Les énergies renouvelables, on a dit, c'est pas si renouvelable que ça, parce que c'est les installations qui comptent. C'est pas s'il y a du vent ou s'il n'y a pas de vent. Il y a des problèmes d'extraction en termes de matériaux par kilowattheure. Et surtout, il y a un problème de stockage et de passage à l'échelle. C'est-à-dire que quand on entend 100% des énergies renouvelables, malheureusement, on n'écoute pas bien les scientifiques. Les énergies fossiles, on sait bien que c'est une impasse. L'efficacité énergétique, ça réduit juste la vitesse de réchauffement, du réchauffement climatique. Et le nucléaire existant, aujourd'hui, il est peu acceptable, il est perçu comme peu acceptable à cause de la gravité des accidents, des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Albert Einstein disait, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. On peut faire toujours plus. On peut faire toujours plus de ce qu'on a fait depuis 20 ans, même multiplié par 2, par 3, et je pense qu'on ne va pas résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on doit changer? Alors maintenant, je vais vous parler de la fission. La fission, c'est vu comme proliférant, ça peut faire une bombe. C'est carboné. Est-ce que c'est carboné? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est trop cher? D'accord? La fission, c'est quoi? C'est que quand on prend deux atomes, il y a un neutron qui va percuter... Pardon, quand on prend un atome, il y a un neutron qui percute cet atome, qui va le couper en deux. En coupant en deux, on a une légère perte de masse, ce qui traduit par une augmentation de la quantité d'énergie, et donc on a de la chaleur qui est produite. Alors le premier point, est-ce que c'est proliférant? Ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Le civil, il est devenu inutile pour le militaire. Ça c'est un point très important. Vous avez ici la photo de la Corée, je trouve que c'est assez intéressant. La Corée du Nord qui n'a pas de nucléaire civil, mais qui a des bombes nucléaires. La Corée du Sud qui n'a pas de bombe nucléaire, mais qui a un nucléaire civil. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 20-25 ans, il y a un nouveau procédé pour les militaires qui est totalement direct. Vous prenez du uranium appauvri, vous avez ce qu'on appelle des centrifugations, donc c'est ce dont on parle quand on parle de l'Iran. Hein. Et la centrifugation, ça permet d'enrichir l'uranium à des niveaux bien supérieurs de ceux dont on a besoin pour faire du nucléaire civil. D'accord? Donc ils ne vont pas s'embêter à passer par le nucléaire civil, ils vont directement au but, ils font de l'uranium enrichi pour pouvoir fabriquer des bombes. Ça c'est vraiment important parce qu'on entend souvent que le nucléaire civil est un bon moyen pour récupérer des bombes nucléaires. Donc ça c'est pour toi, une petite dédicace pour François. C'est ce que pense aujourd'hui la population française. Et bien malheureusement, les gens pensent que le nucléaire produit beaucoup de CO2, alors c'est l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui qu'on puisse trouver. Alors on peut être contre, c'est pas un problème, c'est un fait. Est-ce que le nucléaire produit peu de CO2? La réponse est oui. Et c'est pas une croyance. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que plus on est jeune, plus on croit que le nucléaire produit du CO2. Donc il y a un problème d'éducation. Même si on est contre le nucléaire, on ne peut pas dire que le nucléaire produit du CO2. Parce que c'est l'énergie qui est la plus décarbonée. Deuxième chose, est-ce que le nucléaire est sûr? Moi, j'ai tendance à dire que le nucléaire est dangereux, mais le nucléaire est très sûr. C'est quoi la différence? Ça veut dire que si vous prenez par exemple un déchet nucléaire dans votre main, de haute activité, ben oui, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le faire? Ben non.
Est-ce que quelqu'un est mort avec des déchets nucléaires? Non. Ce qui se passe, c'est quand on voit finalement le nombre de morts, c'est une étude de l'OMS, à cause du charbon et du pétrole, tacitement, si on soutient, le fait qu'on ait 7 à 8 millions de morts par an à cause de la pollution sur le pétrole et sur le charbon. Surtout le charbon, c'est catastrophique. Moi, mon ennemi, c'est le charbon et le pétrole. Le gaz, c'est déjà beaucoup mieux en termes de nombre de morts par kilowattheure produit. Le solaire, c'est super. Le danger, c'est dans les mines. L'hydroélectrique aussi. C'est l'extraction d'uranium où il y a des dangers. C'est pas Alors, oui, mais après, il faut voir le nombre de morts que ça fait. Oui, donc, l'extraction du charbon, c'est beaucoup plus de morts. Le vent, c'est super aussi. Donc, l'éolien, il faut vraiment développer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le développer. C'est juste qu'on peut le développer à hauteur de 20-25% assez facilement dans les réseaux électriques et qu'au-delà, c'est bien compliqué. C'est déjà beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, les déchets nucléaires. Il faut voir qu'il y a différents types de déchets nucléaires, vous allez voir. Il y a des déchets nucléaires qui sont dangereux. Ça représente en France, avec depuis 60 ans de consommation de centrales civiles, ce petit cube rouge qu'on a ici sur le port de Marseille. Donc, c'est 60 ans de déchets nucléaires en France. Alors, il y a des déchets nucléaires qui sont autres que ça, on va en parler, mais c'est des déchets qu'on peut valoriser assez rapidement. Et surtout, je pense qu'on peut diviser par 100 ce petit cube rouge. C'est pour ça qu'on est là ensemble pour discuter de ça. Alors, il y a une étude européenne ça vient du Shift Project, qui est assez intéressante, où la vraie question, c'est comment on fait pour remplacer le charbon. Aujourd'hui, les Européens consomment encore énormément de charbon. Et ici, on a trois colonnes, désolé, ça ne voit pas très bien, mais 100% solaire et éolien, c'est techniquement très complexe, voire impossible. Et on a à peu près 1300 milliards d'euros. Bon, c'est une étude, c'est pas évident à savoir, mais un mix solaire plus nucléaire est assez intéressant, parce qu'on est capable de décarboner pour déjà 400 milliards de moins. Et puis, du tout nucléaire, ce serait la solution la moins chère, même si le nucléaire peut être vu comme cher. Le problème, c'est que l'avantage, c'est qu'il n'a pas à avoir de batterie ou de stockage. Alors, je vais revenir sur le nucléaire, parce que je ne veux pas dire que le nucléaire existant, c'est top. Aujourd'hui, on peut faire mieux, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, le nucléaire, est-ce que c'est durable? Alors, on n'a pas tant de réserves d'uranium que ça, si on voulait tout passer en nucléaire. Mais en fait, on consomme que 0,7% de l'uranium aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne consomme que l'uranium 235, et dans 1 kg d'uranium naturel, il y a 0,7% d'uranium 235. Donc l'idée, ce serait quand même de créer un autre nucléaire, radicalement différent, quelque chose qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qui est un nucléaire qui consomme l'ensemble de l'énergie qui est disponible dans l'uranium, c'est-à-dire l'uranium 238. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut créer un nucléaire renouvelable, carrément renouvelable, c'est-à-dire un nucléaire qui ne dispose pas de problème de ressources en termes de quantité de matière. Et donc, comment on fait pour faire ça? La nouvelle génération nucléaire pourrait répondre à des problèmes sociétaux pour supprimer la quantité de déchets qui n'est pas acceptable, même si c'est un petit cube rouge dont je vous ai montré, ça n'est pas acceptable. On peut faire beaucoup mieux, et surtout pour éviter les accidents. Donc, une révolution énergétique et industrielle, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, pour avoir un nucléaire renouvelable. C'est quoi le nucléaire renouvelable? Alors, le nucléaire renouvelable, ça serait un nucléaire où on n'aurait pas ou très très peu de déchets, d'accord? Et ça serait un nucléaire, on n'aurait pas de problème pour alimenter en termes de matière. Ok? Je voulais revenir sur le fait, est-ce qu'on peut être contre ou pour le nucléaire? Vous avez bien compris que le problème principal, à mes yeux, c'est substituer les énergies fossiles. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le feu? C'est une question un peu bizarre, mais quelque part, quand on dit est-ce que vous êtes pour ou contre la fission, c'est à peu près la même chose. Est-ce que vous êtes pour la combustion? Moi, si on me dit le bois, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que
si on arrive à bien gérer nos forêts, eh ben, on arrive à peu près à avoir un bilan carbone relativement proche de zéro. Maintenant, le charbon, moi je n'aime pas trop personnellement. Pour la fission, c'est exactement pareil. Il y a une diversité totale de la façon de faire de la fission. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez me demander est-ce que je suis pour le nucléaire type Tchernobyl? Évidemment que non. Parce que c'était pas assez sûr. D'accord? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'aujourd'hui? Je pense sincèrement que oui. Et on va en parler juste après. La fission est aussi hétérogène que la combustion. Et surtout, elle est extrêmement dense. On n'arrive même pas à imaginer à quel point c'est dense. On pourrait avoir quelque chose de 100 fois plus dense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 100 fois moins d'uranium que le nucléaire existant, 1 million de fois moins de matière que le pétrole, 1,4 million de fois moins de matière que le charbon pour produire la même quantité d'énergie. Alors c'est pour ça que moi je pense qu'on va passer, qu'on le veuille ou non, parce que les gens ne raisonnent pas comme en France, hein, les Chinois, c'est eux qui vont faire l'avenir par rapport à leur taille. On va passer de l'âge du feu à l'âge de la fission, qu'on aime ou pas. Et moi je pense qu'on va passer aussi à une révolution dans le domaine du nucléaire qui a été complètement figée par des normes qui ont eu lieu depuis 70 ans, parce qu'il y a eu à juste titre des peurs qui ont été réglées par des histoires de normes. Mais aujourd'hui, je pense que ça va changer avec justement un début de pénurie au niveau du pétrole. Alors, c'est quoi le nucléaire nouveau? Je vais revenir sur un nucléaire qui n'existe pas aujourd'hui, sur lequel il y a déjà eu des prototypes, néanmoins, et qui ont fonctionné. Les réacteurs à sel fondu à neutrons rapides. C'est un truc un peu bizarre, mais ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'on pourrait arriver à avoir 0 accident par design. Il y a eu un projet européen qui s'appelle SAMOFAR, qui a cherché pendant 2 ans et demi quels étaient les accidents critiques, les accidents graves qu'il pouvait y avoir. Ils n'en ont pas trouvé. Ce qui se passe, c'est que c'est pas sous haute pression comme on a aujourd'hui, donc il n'y a pas de dégazage possible. Et puis, en fait, c'est du sel, donc la réaction se faisant dans du sel, on peut modifier la forme de la cuve, tout simplement en vidangeant cette cuve. Donc, si vous avez, pour avoir une masse critique en fait, et puis créer une réaction nucléaire et donc produire de la chaleur, il faut avoir un volume suffisant. Il suffit qu'on change ce volume. Donc, imaginons que vous avez une bombe qui tombe dessus, il y a une évacuation de ce sel fondu dans des tuyaux, par exemple. Vous allez tout de suite arrêter la réaction. Ok? D'autant plus, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une conférence scientifique qui a eu lieu il y a 3 mois, qui était très intéressante, qui montre qu'on a une extrême stabilité de ces sels. Ça a été simulé, et ça permet, du coup, de jamais rentrer dans des phénomènes critiques. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut passer à la hausse ou à la baisse très très rapidement la production d'électricité, ce qui permet de suivre parfaitement les énergies renouvelables. Pour moi, c'est le meilleur allié des énergies renouvelables, ce qu'on appelle solaire et éolien, les énergies intermittentes, parce que ça permettrait vraiment de suivre parfaitement la production. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment on pourrait faire pour convaincre Xi Jinping, Trump et Bolsonaro de décarboner l'économie. Moi, je pense que le premier pays qui va arriver à avoir de l'énergie décarbonée abondante va prendre le leadership au XXIe siècle. Je pense qu'il va y avoir un phénomène de compétition qui va se créer au moment où les énergies fossiles vont commencer à se casser la figure, qui fait qu'on va basculer plus vite qu'on imagine sur ce genre de technologie. Alors, pour en revenir sur la densité, hein, vous imaginez que vous allez mettre un petit peu d'uranium dans 2 millilitres de ce sel. C'est quoi le sel, hein? On peut tout à fait prendre du sel de table fondu, du NaCl, pour pouvoir utiliser ça dans ces réacteurs. Ça permet, c'est l'équivalent de 4 tonnes de pétrole, et ça permet d'économiser 7,5 tonnes de CO2, et c'est surtout l'équivalent, avec 2 millilitres d'uranium, de la consommation d'un Européen pour son chauffage, son transport, son électricité et pour son industrie.
avec 2 millilitres. Donc c'est d'une densité assez incroyable. La fission dans un liquide, ça n'est pas l'EPR. L'EPR, c'est de la fission solide, c'est des barres d'uranium solide. Ça signifie que pour ces barres d'uranium solide, dès qu'on a un petit peu de consommation d'uranium, il y a des fissurations qui font qu'il faut qu'on change ces barres assez souvent, chose qu'on n'a pas dans un liquide. Ça n'est pas la fusion. La fusion, c'est mettre à 250 millions de degrés un plasma en lévitation mis en lévitation par des aimants qui eux-mêmes sont refroidis à 1 degré Kelvin. Donc c'est extrêmement compliqué et ça va arriver beaucoup trop tard par rapport à notre problème climatique. Et ce n'est pas exactement la surgénération, il y a des points communs par rapport au projet Astrid, pour ceux qui connaissent le sodium. C'est quand même assez différent. Le point commun, c'est que ça arrive à consommer tout l'uranium qu'on a et surtout, ça arrive à retraiter une très grande partie de nos déchets nucléaires existants. Donc, vous imaginez ce petit lingot-là, 5 litres d'uranium appauvri, c'est de l'uranium naturel, c'est des matériaux. Comme je disais, le delta d'énergie, c'est parce qu'on a un delta de masse, E égale mc2. Donc, ça correspond à 100 kg d'uranium dans 5 litres, parce que c'est un matériau qui est extrêmement lourd. Ça correspond à 250 000 tonnes de charbon. Et surtout, ça permet, ça correspond à 99% d'uranium 238. Donc, cet uranium 238, il faut savoir que comme on ne le consomme pas aujourd'hui, on en a 350 000 tonnes sur le dos. Donc en termes de déchets nucléaires, aujourd'hui on considère ça comme un déchet, alors qu'en fait, je pense que c'est une mine d'or pour nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on a 4 millions de consommation française annuelle de pétrole qui est disponible sur notre sol. D'accord? C'est assez incroyable à imaginer, mais je pense qu'on sera très content de les avoir dans les années à venir. Et ces déchets, c'est des déchets qui sont à vie longue, mais qui sont très peu dangereux. Parce que c'est des matières assez inertes, donc ça ne correspond pas au carré rouge dont je vous ai parlé. Et seule la prochaine génération peut valoriser cet uranium 238. Il y a les surgénérateurs quand même. Voilà, donc la prochaine génération, c'est les surgénérateurs. Il y a 2 types de surgénérateurs, ou au sodium, comme Astrid. C'est la seule surgénération aujourd'hui qui est disponible en termes d'industrialisation et que le gouvernement Macron a décidé d'arrêter. Donc moi je suis étonné que les écologistes ne soient pas vent debout contre l'arrêt d'Astrid, parce que ça veut dire qu'on va se gérer 350 000 tonnes de déchets nucléaires en plus, si on ne le fait pas. Et par contre, ça n'est pas la fission liquide. C'est-à-dire qu'il y a deux types de surgénération, qui est la fission liquide. La fission liquide, pourquoi c'est intéressant? Parce que on pourrait se passer de mine d'uranium, donc je trouve que c'est assez écolo. Pourquoi? Parce qu'on en a bien assez sur notre sol pendant des centaines d'années par rapport à ce qu'on vient de voir avant. Donc on divise par 100 la quantité de déchets nucléaires, et surtout la durée des déchets est bien différente. C'est-à-dire qu'on serait à 500 ans, 500 ans c'est tout à fait gérable par un enfouissement simple. C'est pas pareil que ce qu'on a aujourd'hui, et surtout la quantité est absolument minimale. Donc je vous ai dit, ça marche en pression ambiante, c'est-à-dire qu'on n'est pas en eau pressurisée, ce qui fait qu'on a un risque de bouilloire à la Fukushima. Et puis ce qui serait intéressant, c'est qu'on a toujours prévu du nucléaire parce qu'il fallait énormément de protection, parce que c'était pas si sûr que ça. Donc on a mis 3 couches de protection. On a toujours construit ça sous forme de gros prototypes. On a fait des énormes A380 et je pense que l'avenir du nucléaire, ça va être, même si c'est un peu moins en termes de rendement physique, ça va être à des systèmes modulaires plus simples, produits en usine, qui va énormément baisser la quantité d'argent à mettre sur la table pour avoir une installation nucléaire. D'accord? Par contre, il faut que ce soit scellé, et je pense que c'est tout à fait possible. Donc, le spécialiste était là il y a 3 mois, il disait qu'on pourrait faire fonctionner ce genre de réacteur nucléaire de façon totalement autonome pendant 7 ans. La quantité de sel nécessaire,
Vous en parlez pas Non, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais énergétique de production de ce sel. quelques mètres cubes suffisent. Ça passerait dans un camion. Hein, donc c'est pas quelque chose qui serait énorme en termes de quantité de sel à mettre dans un réacteur. Est-ce que je peux poser une question Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé cette technique déjà? Alors on va voir juste après, il y a des projets qui sont très intéressants, qui sont en cours. Cette technique a déjà été utilisée dans les années 60. Alvin Weinberg, qui est le père de cette technologie, qui était le directeur du programme américain du développement du nucléaire civil, a poussé cette technologie. Il l'a même mis en œuvre. Ça a tourné pendant plusieurs années et ça a été arrêté par le gouvernement Nixon parce que ça ne fabriquait pas de plutonium militaire, donc c'était pas super intéressant à l'époque. Maintenant, ça me paraît au contraire être un avantage. Donc voilà, je pense que... Nicolas? Oui, je peux dire un mot. Si vous voulez de l'information là-dessus, il y a une excellente vidéo sur YouTube qui s'appelle La face gâchée du nucléaire. La face gâchée du nucléaire, qui raconte toute cette histoire et qui est assez intéressante. C'était pas forcément un surgénérateur à l'époque. Hein, c'est un documentaire qui a été fait sur Arte il y a 2 ans, je crois, même un peu plus, qui a été produit par une journaliste antinucléaire. C'est ça. Donc je vais revenir sur les conséquences par rapport à l'électricité mondiale. Donc aujourd'hui, l'électricité mondiale, c'est 26 TWh par an. 80% du gaz et du charbon. J'ai pas mis le pétrole. Il y a quelques pourcents de pétrole. C'est simplifié. Hein. Quelques pourcents de nucléaire, quelques pourcents d'hydraulique. Et 3%, si je me mémoire, de solaire et d'éolien. Avec une partie pilotable à 97%, une partie non pilotable et intermittente. Donc ici, je vous propose deux scénarios. Le premier, c'est un scénario business as usual. Donc en gros, on continue exactement ce qu'on a fait depuis 20 ans, on multiplie par 5 le solaire, c'est quand même pas mal. On fait 10% d'efficacité énergétique et on continue à développer l'hydraulique, on ne touche pas au niveau nucléaire et on a quand même un basculement du charbon vers le gaz qui permet de réduire les émissions de CO2. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Malheureusement, on n'y est pas du tout. Donc il faut qu'on fasse un choix. C'est un choix courageux à faire au niveau écologiste. Il faut qu'on mette les choses en face de la réalité. La réalité, c'est qu'on a le choix entre le gaz, le charbon ou le nucléaire. C'est pas entre les énergies renouvelables, le solaire et le vent et le nucléaire, non. C'est entre le gaz, le charbon et le nucléaire. Pourquoi? Parce que là, on voit bien dans l'option qui serait plus durable, on multiplie déjà par 8 le solaire et l'éolien, chose qui est faisable, et qui est à faire, à mon avis. Ça serait déjà excellent. Mais en revanche, ça ne permet pas du tout de résoudre le problème. Le cœur du problème, le choc climatique, il est là. Gaz, charbon ou nucléaire. Donc ce que je propose ici, c'est de développer beaucoup plus le nucléaire existant, hein, parce que c'est le seul qui permet d'avoir une énergie pilotable, décarbonée dans des méga villes dans le monde entier. Et surtout d'accélérer, c'est d'ailleurs ce que propose Jean-Marc Jancovici dans ses dernières conférences, une révolution dans le monde du nucléaire. Le nucléaire, c'est pas forcément énorme, c'est pas forcément ce qu'on connaît, ça peut être complètement différent. Et on peut commencer par des réacteurs au sodium qui sont disponibles pour l'industrialisation, puis passer à quelque chose de beaucoup plus sûr et de beaucoup plus facile à déployer, notamment dans les pays émergents, parce qu'il faut aussi penser à eux. Et moi, je pense que l'électrification presque totale des processus et totalement décarbonée est possible, à condition qu'on accepte le nucléaire. Alors là, ici, j'ai un scénario où on a une production d'électricité de base avec des gros réacteurs au niveau national, puis après des réacteurs petits, modulaires, qui seraient dans les régions qui pourraient être sous terre, proches des villes, qui permettraient de faire de la cogénération, c'est-à-dire de produire de la chaleur. C'est ce que promeuvent les écologistes finlandais. Hein. Les Finlandais
sont très pro-nucléaire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas trop le choix et ils veulent produire de la chaleur en même temps que l'électricité. Quelque chose d'assez important, si on avait beaucoup d'énergie électrique décarbonée, on pourrait commencer à envisager de produire de l'hydrogène. Hein, ça fait 20 ans, 40 ans qu'on parle de l'hydrogène pour dans 20 ans. Le problème, c'est que tant que l'hydrogène est produit à partir du gaz, on peut toujours rêver, ça ne sert à rien. Donc, si on voulait vraiment passer à un monde de l'hydrogène et à un monde du méthanol ou du méthane, on pourrait coproduire de l'hydrogène et du méthane dans des électrolyses à haute température qui consommeraient du CO2. Donc, on rêve de pouvoir stocker du CO2. Génial, on a un débouché pour le CO2. En combinant finalement de l'hydrogène et du CO2, on obtient du méthane. Donc on pourrait, ça serait beaucoup plus petit que la quantité de pétrole qu'on consomme aujourd'hui, hein, qui correspond à chaque jour un bâtiment de 100 mètres par 100 mètres par 1 kilomètre. C'est ce qu'on consomme chaque année dans le monde. Pardon, chaque jour dans le monde. On pourrait produire quand même beaucoup de carburant pour tous les procédés, les installations qui ne peuvent pas se passer d'hydrocarbures. On a beaucoup. Et puis, il faut penser aussi à l'adaptation climatique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, ça ne va pas être si simple que ça. On n'est pas sûr d'en avoir demain. Donc, penser à la désalinisation, ça va être, à mon avis, un enjeu important à l'avenir. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une économie de survie avec la distribution de chaleur, distribution d'électricité, de carburant et distribution d'eau. Je reviens aux besoins de création. Pour faire quoi? Des bâtiments décarbonés, une industrie décarbonée, des transports décarbonés et une agriculture décarbonée. De refroidir. Et ben en fait, ces réacteurs sont à haute température. Donc, ils peuvent avoir des coefficients qui permettent d'avoir un refroidissement passif. D'accord? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est qu'on a besoin de refroidissement actif pour les réacteurs existants. Mais ces réacteurs ont l'air très résilients. Après, moi, je ne suis pas scientifique expert. Pour parler à Daniel Euler, qui est responsable de ça ici, au CNRS à Grenoble. Mais clairement, il y a des designs qui permettent d'avoir un refroidissement passif de ces réacteurs. Non. Ok, alors que pensent les autres? Il faut voir que moi, ce qui me choque, c'est qu'en France, on a tout pour réussir, mais on ne regarde pas, on regarde ailleurs. Les États-Unis, Bill Gates, qui n'est pas forcément dans l'énergie, mais qui est à fond dans le climat, a une entreprise qui s'appelle TerraWater, qui est basée à Seattle, et qui veut exactement faire ça. Hein, donc, il investit 50 millions par an pour développer des réacteurs de nouvelle génération. La Chine a une stratégie industrielle décarbonée. C'est assez intéressant de voir comment pensent les Chinois pour arriver à décarboner leur économie. Donc, ils ont investi 3,3 milliards de dollars l'année dernière dans des prototypes de réacteurs à cette fondue. Et on voit qu'ils cherchent à avoir une filière aval complète, industrielle. Hein, c'est pas juste avoir des réacteurs, c'est aussi produire de l'hydrogène, produire du méthane, produire des fuels à base de méthane, avoir des usines de désalinisation. Donc, ils ont une vue complète de la situation, parce qu'ils savent que le pétrole ne va pas durer pendant 50 ans. Voilà, les écologistes en Finlande, ils se posent vraiment la question sur les 30%, les 45% de pétrole, gaz et charbon qui sont utilisés dans ce qu'ils appellent le district heating. Donc, toutes les villes en Finlande quasiment ont un réseau de chaleur distribué. Et ils veulent faire des petits réacteurs assez fondus pour produire que de la chaleur. Alors, il peut y avoir la cogénération, il peut aussi y avoir des réacteurs encore plus petits qui produisent que de la chaleur. Alors j'ai essayé de matérialiser, suite à la dernière conférence de Jean Covici, ce que pourrait être une feuille de route pour substituer le gaz et le charbon. D'abord de développer un peu plus le nucléairement renouvelable, avec des unités supplémentaires qui sont en cours globalement.
mais qu'il faudrait aussi faire dans le monde entier, surtout dans les pays où ils sont en train d'investir dans des centrales à charbon. Ensuite, avoir un renouvelable, un nucléaire renouvelable de première génération qui est disponible, qui correspond au surgénérateur au sodium. Donc les Russes sont en train d'en mettre un en œuvre. Et puis passer à la nouvelle génération pour pouvoir faire des réacteurs réellement écologiques, c'est-à-dire zéro risque d'accident. Décarboner l'énergie, c'est pas suffisant. Je ne cherche pas à vous dire tout nucléaire, c'est super. Il faut avoir d'abord, je répète, un mix. On va être obligé de faire la sobriété. La sobriété, pour moi, elle va être subie. Elle va pas être acceptée. Elle va être subie quand on va avoir un premier déclin des énergies fossiles. Et puis surtout, il faut penser au reste. La biodiversité, la forestation, la reforestation. On va passer tout installé là-dessus. Là, il va falloir qu'on ait des solutions sur les aspects financiers, c'est-à-dire que le système monétaire aujourd'hui est pas du tout adapté pour une économie résiliente, et le système monétaire est adapté pour une économie efficace. La résilience et l'efficacité sont en général à l'opposé. D'accord ? Donc il va falloir qu'on réfléchisse. J'ai quelques idées là-dessus sur un système monétaire qui intègre l'énergie. Et puis investir 5% du PIB mondial dans le sauvetage in extremis de notre climat. C'est pas tant que ça. Je pense que ça sera sûrement, la facture risque d'être bien plus élevée si on fait rien. Et puis il ne faut pas oublier la démographie. Malheureusement, dans les COP, c'est un sujet qui est totalement tabou. Mais la meilleure efficacité énergétique, c'est de faire baisser la démographie, parce qu'une personne, c'est 80 ans, plus tous ses descendants. Donc c'est extrêmement impactant. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus faire du tout d'enfants, je dis juste que c'est un sujet sur lequel, à mon avis, il faut qu'il y ait des quotas pour respecter les équilibres géopolitiques. C'est-à-dire que la démographie, c'est un outil de puissance aussi. Donc on peut pas, c'est pas si évident que ça. Mais si on ne parle pas de ça dans les COP, on a oublié l'essentiel, à mon avis, pour l'avenir. Investir dans la nature, ça veut dire séquestrer, faire de la forestation. Alors, bon, après, c'est très important d'imaginer que c'est pas non plus la panacée. Faire de la reforestation pour séquestrer du CO2, il y a un delta de 20 ans par rapport au moment où je plante et au moment où je réussis mon pari. Et 20 ans, quand on voit ce qui se passe en Australie, il va falloir qu'on réfléchisse vraiment à quelles espèces on plante et où est-ce qu'on les plante et de quelle manière on les plante, de telle sorte qu'on n'ait pas des feux de forêt qui finalement annihilent totalement nos efforts pour séquestrer le CO2. Et puis, moi je suis convaincu qu'il va falloir qu'on ait de la nature parce que le changement climatique est extrêmement rapide. Donc il faudrait qu'on ait des plans vraiment pour aider la biodiversité à migrer et aussi aider les hommes à migrer. Alors ça, c'est encore plus difficile à faire, mais il ne faut pas s'imaginer que si on a un quart de la population mondiale qui vit dans des zones inhabitables en 2100, ça va se passer tout seul. Sur l'agriculture, on n'en parle pas assez. Moi, je pense que ça, c'est du court terme. Il faut voir qu'en Espagne, ils sont à 40% d'irrigation. En France, on est à 7%. Donc, le problème, c'est qu'avec 1,8 degré, on commence à être pas très loin du climat espagnol. Donc, moi, je suis surpris qu'on n'ait pas des débats importants au niveau de l'irrigation, au niveau du stockage de l'eau. On voit bien qu'aujourd'hui, les pluies sont de plus en plus inégales d'une année, d'une saison à l'autre. Comment on fait pour retenir, distribuer l'eau? Je pense que l'image, c'est le pont du Gard. Il va falloir qu'on pense résilience aussi au niveau de l'eau. Il y a des gens qui ont fait ça il y a 2000 ans, ça existe encore, donc l'irrigation passive. Il vaut mieux s'y prendre maintenant quand on a encore des énergies fossiles, plutôt que plus tard. Et puis comment se passer de phosphate et de potasse? On peut être assez positif, il y a des agronomes qui travaillent sur des solutions pour une vraie révolution agronomique qui permettrait de se passer d'engrais. Il faudrait sélectionner les plantes, il faudrait faire les choses complètement différemment, etc.
c'est un sujet qui est important parce qu'il faut savoir que les phosphates et les potasses, enfin surtout les phosphates, c'est des matières fossiles qui sont limitées. Donc il va falloir qu'on les économise. Pour ça, je vous conseille une vidéo du réveilleur sur YouTube qui va vous apprendre pas mal de choses sur les phosphates. Alors rien ne se passe sans argent. Au niveau de l'économie, ce que dit Jean-Marc Jancovici, c'est que 10% du PIB mondial est alloué à l'énergie, finalement, pour produire l'énergie et pour vendre l'énergie. Et en fait, ça fait 100% du PIB mondial. C'est-à-dire, si on enlève ces 10%, on n'a pas les 100%. On a 0%. On ne peut pas faire du PIB mondial aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de découplage. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est un vrai découplage entre la quantité de CO2 qu'on émet et le PIB. Aujourd'hui, il y a une courbe quasiment malheureusement linéaire entre la quantité de PIB et la quantité de CO2. Et même pour les gens qui sont très sensibles vis-à-vis de l'environnement, il y a aussi une corrélation assez forte entre l'argent qu'on gagne et la quantité de CO2 qu'on émet. Donc raisonner en euros, pour moi, et c'est ça qui nous montre notre myopie. On a des choix qui sont assez court terme, et surtout on ne voit pas le problème d'un point de vue quantité d'énergie, puisque finalement, tant qu'on alimente en temps réel toute l'économie mondiale, avec de l'énergie, on ne le voit pas. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, et les économistes n'ont pas impacté leur système vis-à-vis de ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Le prix de l'énergie, c'est le prix du kilowattheure non pilotable et le prix du kilowattheure pilotable. Et ça, les économistes ont du mal à comprendre cette notion. Ce qui fait que, quelque part, il y a énormément d'économistes, comme par exemple Alain Grandjean, pour ne pas le citer, qui dit bah, tiens, on va pouvoir faire que du kilowattheure non pilotable parce que c'est pas cher. Et il faut repartir de la technique et comment fonctionne l'électricité. Donc, il faut libérer l'économie décarbonée, il faut réguler la production carbonée. Je pense qu'on ne pourra rien faire sans régulation. On ne peut pas considérer que les entreprises qui produisent du charbon et du pétrole vont le faire eux-mêmes. Ils vont le faire à condition qu'on ait une régulation. Imaginons qu'on a un moratoire sur les énergies fossiles, d'accord, et qu'on accompagne ces entreprises pour qu'elles puissent réduire leur impact carbone et transformer leur business model. Là, on pourrait avoir peut-être la chance de récupérer les 450 milliards qui sont aujourd'hui investis à faire des trous pour pouvoir décarboner l'économie. Donc, il faudrait considérer finalement l'énergie comme une monnaie qui est un peu spéciale, et ça permettrait aux financiers qui choisissent leur projet de considérer que l'énergie Return on Energy Invested, les ROI, serait aussi important que le ROI, Return on Investment. Donc, ici, vous avez le capital en énergie et le capital en euros. Finalement, les gens qui produisent de l'énergie, c'est des banques d'énergie, un peu comme une banque produit des euros. Aujourd'hui, on sait bien que quand on va à la banque, il y a une production d'euros qui se fait, et puis on a des fonds propres, donc en fonction de... Si on emprunte 100 à une banque, 90 est créé de facto, et il y a 10% de ces capitaux qui existent réellement à la banque. C'est ce qu'on appelle les capitaux de réserve qui sont bien régulés au niveau mondial, parce que sans ça, on a un vrai risque systémique pour l'économie. Et ben moi, je pense qu'on a un risque systémique pour l'énergie aussi. On a un vrai risque systémique aujourd'hui, et on n'a aucune régulation. On ne peut pas se permettre de ne pas réguler le monde de la production énergétique. Si on veut que l'énergie de réserve pour l'économie bascule, c'est-à-dire que les pétroliers ils disent qu'ils ont tant d'énergie en réserve dans leur champ pétrolier. Si on veut que cette énergie de réserve, c'est-à-dire l'énergie potentielle qui est disponible pour toute l'économie, si on veut qu'elle bascule vers du renouvelable, il va falloir qu'on les incite à le faire. Et puis, l'économie, en fait, ne voit que l'énergie qui est liquide, comme l'argent liquide quelque part, que l'énergie qui est injectée dynamiquement chaque jour dans l'économie. Mais elle ne voit pas
elle ne voit que finalement que la surface de l'iceberg. Et donc, moi je pense qu'on a énormément de travaux qui sont faits sur le marché du carbone, sur les taxes carbone, qui s'appliquent finalement à la demande, c'est-à-dire qu'on considère que le carbone, le CO2, est une externalité du système économique. C'est une poubelle, alors on va taxer cette poubelle. Moi je pense que le CO2 vient de l'énergie, et l'énergie c'est le centre de l'économie, c'est le centre du système financier. Donc je pense que c'est plus facile finalement d'aller voir 100 acteurs qui produisent toute l'énergie mondiale, parce qu'en plus c'est des très grandes compagnies, et de leur dire, mais écoutez messieurs, maintenant il va falloir que vous décarboniez votre stock. Alors comment faire ça? Et bien avec une monnaie qui permettrait spécifiquement de gérer ce problème, et puis avec un moratoire qui serait négocié à l'ONU pour interdire l'extraction des énergies fossiles en 2050. Alors pourquoi je crois à ça? Parce que figurez-vous que la dernière fois où ça s'est passé, on a failli mourir, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 1980, avec les CFC, où la couche d'ozone était détruite par les chlorofluorocarbones qui étaient dans les frigos. Et les scientifiques ont alerté l'ONU et l'ensemble des pays du monde. Et finalement, malgré les lobbying industriels, l'ONU a décidé de ratifier un moratoire sur les CFC. Je crois que c'était sur 10 ans, donc 94 la dernière. En 10 ans, il fallait sortir des CFC. Donc, les industriels, ils ont gueulé, et finalement, la facture a été bien inférieure à celle qui était imaginée. Donc, on a deux façons de voir le problème. Ou alors on voit le problème en aval et on pense que les taxes sur le CO2 vont résoudre le problème. Ça va en effet inciter les acteurs économiques à investir dans des produits moins carbonés, mais je ne pense pas que ça va... malheureusement, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Je pense qu'on a besoin d'une économie de guerre, d'un plan Marshall, 5% du PIB alloué pour avoir une transformation radicale des grands acteurs de l'énergie, et pour faire en sorte que ces gens-là soient d'accord pour accepter un moratoire sur l'énergie fossile. Alors vous trouvez ça fou, mais il faut savoir que Repsol, donc la compagnie pétrolière espagnole, a publié il y a 2 mois un communiqué qui s'engageait à sortir totalement du carbone en 2050. Donc il y a des gens qui, dans le monde du pétrole, aujourd'hui se posent ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que géologiquement, ils n'ont pas le choix. Ils savent très bien qu'au niveau des procès climatiques qu'ils vont avoir dans 20 ans, ça va être monstrueux. Ils savent très bien qu'ils ne vont plus avoir d'assureurs pour pouvoir exploiter des nouveaux champs. Les champs pétroliers, c'est très facilement 40-50 milliards à mettre sur la table. Ah non, il va falloir des assureurs. Il y a un progrès, puisque je sais qu'aujourd'hui, vu ce que vous communiquez, nous sommes 3 en Rhône-Alpes à penser qu'il faut un plan Marshall. Vous êtes le 3e. Espérons qu'il y en aura d'autres, et qu'il y en aura d'autres quand même. Donc, pour conclure, on va faire les questions dans 2 minutes, j'ai fini quasiment. Greta Thunberg qui dit écoutez les scientifiques, moi je suis totalement d'accord avec Greta Thunberg, et quelque part elle nous met la pression, nous, notre génération, et elle a totalement raison pour trouver des solutions. Elle nous dit trouvez des solutions, écoutez les scientifiques. Si on écoute les scientifiques du GIEC, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne peut pas se passer du nucléaire parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Et moi, ce que je vous propose, c'est un nucléaire renouvelable. Oui, c'est possible. Voilà. Je vous remercie. Je voulais vous dire qu'on garde espoir, à condition qu'on raisonne différemment. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre, Mes heures perdues, qui s'appelle Le capital de la Terre. Et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn où je fais des articles sur le changement climatique.